Très chers amis, bonsoir. Avec un petit peu de retard, nous nous retrouvons comme prévu pour ce direct qui de plus en plus prend forme et de plus en plus est diffusé. D'ailleurs, je vois sur mon écran, félicitations, c'est votre 10e diffusion. Bien, c'est peut-être vous qu'il faut féliciter ce soir, très chers amis, d'être parmi nous, d'être motivés et d'être intéressé toujours d'en savoir un petit peu plus, particulièrement dans ce domaine qui prend tellement une place importante dans la vie d'un jeune homme et d'une jeune fille qui sont en âge de se marier et qui ont beaucoup de questions qui viennent à leur esprit. Très chers amis, avant de commencer le cours ce soir, j'aimerais particulièrement dédier ce shiur pour la refoua shelema d'un petit garçon âgé à peine de 18 mois et qui a besoin de notre filote et de notre limoud, de notre étude. Le shiur sera donc dédié pour la refoua shelema complète et imminente du petit garçon Ilaï Moshe Ben Sarah Betor Sha'ach Chole Amo Israël Ashta Bagala Ubizman Kariv Venomar Amen, ainsi que pour la refoua shelema de Léa Bat Miriam et la Hatzlacha de Jonathan Ben Mesaouda Rivka et Rivka Hana Bat Naomi. Très chers amis, la semaine dernière, nous nous étions arrêtés à cette période. Vous avez peut-être remarqué qu'on n'a pas fait ni un ni deux, mais 3 shiurim, puisque cette semaine je pense que c'est le 3e, corrigez-moi si je me trompe, sur l'importance des shiduchim. Et nous nous étions arrêtés à cette phase où quelque part, comme l'indiquait le titre de ce soir, et si je me trompais de personne? Il y a un moment qu'on appelle peut-être un petit peu le point de non-retour dans les shiduchim. Ce moment-là où quelque part, on a devant nous une certaine peur. Pour reprendre un petit peu les mots du Rav, que d'ailleurs je citerai en permanence, sauf pour la deuxième partie, où je vous expliquerai d'où viennent mes sources. En tout cas, nous sommes toujours dans les paroles du Rav Simcha Cohen qui dit « Lifne kol acha'a chashuva adam over ta'alir shel pachad ». Il faut ici dissocier deux sortes de peurs. Quand un couple est en train de se former et qu'il va vers des fiançailles, il y a à se demander, est-ce que la peur que j'ai au fond de moi-même, elle est vis-à-vis de la personne qui est en face de moi, ou bien c'est simplement une peur de l'engagement? Et dire à Simcha Cohen, très souvent, cette peur n'est pas vis-à-vis de l'homme ou de la femme qui est en face de moi, mais elle est tout simplement parce que je m'engage à quelque chose. Et Akadosh Baruch Hu, dira le Rav Simcha Cohen, a installé en la personne cette peur. Vous pourriez me dire pourquoi? Eh bien la raison est très simple, très chers amis, la raison est très simple. C'est parce que, comme dira le Rav Simcha Cohen, Akadosh Baruch Hu a voulu protéger la personne. Imaginez-vous qu'une personne, eh bien, se déciderait sous un coup de tête, un peu comme, on en a parlé la semaine dernière, mariage au premier regard, regardez les dégâts que ça fait. Aujourd'hui, on parle qu'il y a plus d'échecs que de réussites, même quand les spécialistes et les psychologues et tout le monde s'est réuni pour essayer de trouver le pourcentage de compatibilité. On voit que ce pourcentage n'a pas forcément aidé parce que justement il y a cette peur présente. Et cette peur présente, très chers amis, elle est d'un côté constructive, comme je vous ai dit, c'est ça qui protège la personne. D'être un petit peu foufou, d'être un petit peu inconscient. Mais d'un autre côté, à un moment, il va falloir lâcher cette prise. À un certain moment, il va falloir lâcher un petit peu cette corde. Autre chose que nous avions dit très rapidement dans les 5 dernières minutes, puisqu'il était 23h15 et qu'on était obligé de fermer un petit peu le rideau, nous avions parlé d'une peur suite à un souvenir d'enfance. Et là, il faudrait s'attarder, très chers amis. Est-ce que quelque part, dans certains cas, la peur que j'ai, c'est de revivre les mêmes angoisses que mes parents? Parce que très souvent, les enfants,
et c'est une erreur de la part des parents, assistent à des coups de théâtre, ni plus ni moins, dans les couples. Et ces coups de théâtre, très chers amis, eh bien, vont marquer l'enfance. Et donc inconsciemment, même si tout se passe bien entre moi et mon khatan, entre moi et mon fiancé, entre moi et ma fiancée, mais j'ai inconsciemment peur, eh bien, que la roue tourne de la même façon dans mon couple. Et je me dis que peut-être si mon père ou ma mère ont eu cette difficulté à pouvoir s'entendre, si mon père et ma mère ont eu ces problèmes de relation, pourquoi quelque part moi j'aurais pas les mêmes? Aparad chez ma gamme etzli va certes à lire domé. Peut-être que chez moi aussi, il aura la même vie. Apoched maniach et atzmo veishto leatit bitmunot ametzliot bemarshavto ve'en mafridot. Quelque part inconsciemment, la jeune fille va mettre devant son khatan l'image de son père. Et le jeune homme va mettre devant sa fiancée l'image de sa mère. Et donc s'il y a eu une répulsion, s'il y a eu une angoisse, s'il y a eu une tension, eh bien cette tension-là, logée chez la personne depuis une bonne vingtaine d'années, va revenir et influencer dans la décision et dans l'engagement du couple. La reine Kedai les damien tkufa mesuyemet munot chiyuvuyot. C'est pour ça que dit le Rav Simcha Cohen, il faut faire une introspection. Et se dire peut-être que quand bien même des moments difficiles ont traversé le couple de mes parents, n'y avait-il pas des moments magnifiques? N'y avait-il pas des moments de retrouvailles? N'y avait-il pas des moments de joie, des moments de famille? Peut-être que moi aussi, et sûrement que moi aussi, je vais pouvoir vivre les mêmes choses. Je vais pouvoir donner naissance à des enfants. Je vais pouvoir donner naissance à une famille complète. Et c'est dire que les mêmes erreurs que mes parents ont faites, elles ne rentreront pas chez moi. Quand bien même j'aurais vu mon père crier sur ma mère, quand bien même j'aurais vu ma mère manquer de respect à mon père, je donne ces exemples, parce que malheureusement ils sont des fois d'actualité, je ne referai pas les mêmes erreurs. Parce qu'inconsciemment, je vais vous dire, très chers amis, quand vous fondez un couple, et ça c'était important pour moi de revenir sur ça, parce qu'on en a parlé très rapidement l'autre fois, on va former le même couple et les mêmes données qu'on a vues chez nos parents. Et ça, c'est important d'en faire abstraction. Parce que très souvent, on est peut-être même angoissé de voir que ça ne se passe pas pareil. On est peut-être même angoissé de voir que les points sur lesquels, chez moi, à la maison, on mettait une importance, les points sur lesquels, chez moi, on était très vigilant, on voit que dans mon couple, c'est inexistant. Et donc, on commence à s'inquiéter. הפוחד בטוח שאינו פוחד כיוון שהוא חש רצון להתחתן. יש להסביר את ההבדל בין רוצה להתחתן לפוחד להתחתן. Bien évidemment que celui qui a peur n'a pas en soi peur du mariage, mais il a peur des dilemmes qui vont être créés. Bien évidemment que la personne veut se marier. Bien évidemment que la personne a envie de construire quelque chose, mais malheureusement, elle a ici ce frein qui va souvent lui donner à réfléchir. Elle a souvent ce frein qui va souvent lui donner à se dire finalement, est-ce que je ne suis pas devant une personne qui ne correspond pas à mes attentes? Mais de quelles attentes tu parles, Baba? Est-ce que tu parles d'attentes véridiques? Est-ce que tu parles, comme il dit ici le Rav Simcha Cohen, de chesronot, de véritable manque? Ou bien tout simplement, tu te dis qu'inconsciemment, elle ne ressemble pas à ta maman, il ne ressemble pas à ton frère ou à ton père, donc c'est pas le bon. Mais réfléchis un peu plus que ça. Les Adam yesh trusha tova sheu yachol lifror, ve'im itares lo yochal lutar lifror. Une fois peut-être avoir mis de côté ces ressemblances familiales, il y a aussi quelque part un autre problème. C'est que jusqu'à maintenant, quand tu étais chez toi, et même il te suffisait de vouloir choisir un habit ou une chemise, tu choisissais laquelle tu voulais mettre. Or plus tard, quand tu vas fonder ton couple,
Peut-être que ton épouse ou ta fiancée te dira non, cette chemise ne me plaît pas. Et pourtant, toi, cette chemise, c'était ta préférée. Peut-être que plus tard, toi qui adorais, je dis des exemples qui sont bêtes, mais qui des fois, de là, ça part. Qu'est-ce que vous croyez? La plupart du temps, 80% des disputes conjugales partent de bêtises. Tu avais l'habitude d'agrémenter ton plat avec de la harissa, avec du ketchup, et puis ta femme ne peut pas voir la couleur rouge dans son assiette. Comment tu fais maintenant? Comment tu fais, Ribona Olamim? Donc toutes ces choses-là, c'est ce qui peut faire aussi peur. Est-ce que quelque part, ta peur à toi, elle vient pas du fait que maintenant tu vas plus pouvoir choisir ce que tu choisissais à l'époque? Achashash mimeumeket acharatash et ishtalet alav. Et il y a aussi le fait de se dire peut-être que finalement à la fin je vais regretter. Est-ce que finalement je vais pas regretter le lendemain du mariage? Alors je vous ai donné quelques points, il y a de ça 2-3 semaines, mais c'est bien de les remémoriser puisque maintenant on parle de la peur. Comme j'ai dit tout à l'heure, comme j'avais dit l'autre fois, si on a déjà vérifié le conjoint qui est en face de moi, si on a déjà donné toutes les clés et les possibilités de pouvoir se renseigner, pourquoi encore réfléchir? Tu sais très bien que cette jeune fille ou ce jeune homme, tu l'aurais présenté au meilleur de tes amis, c'est ce qu'on avait dit comme clé la fois. Alors la seule peur qui puisse te rester, eh bien c'est cette peur du regret. Or le regret ne peut venir que si tu veux trouver mieux. Or tu as déjà fait toutes les recherches qu'il te fallait, et pourquoi est-ce que tu penserais trouver mieux? Autre chose aussi qui peut des fois avoir sa place dans les hésitations et dans la peur de la décision, eh bien, c'est se dire qu'en fait, on ne va plus avoir ces habitudes. On n'aura plus la possibilité de se faire cajoler autour de brioches à la maison de maman. On n'aura peut-être plus la possibilité de sortir tous les vendredis, faire du shopping avec maman. On n'aura peut-être plus la possibilité, eh bien, de trouver son linge tout frais à la maison. On va devoir mettre la main à la pâte. Shinoui ha'ergelim, dira le Rav Simcha Cohen. Le changement des habitudes. Ce changement-là qui, quelque part, des fois, a l'impression de m'obstiner. Likrat sgera tat moda mevi becheshbon et hashinouim she'etztarech la'avor. Tournat ha'ergel mitnagedet les shinouim ha'atidim. Et donc, quelque part, la vie d'un homme, comme dit ici le Rav Simcha Cohen, elle est faite d'une certaine façon de vivre les choses. Chaque jour, tu fais les mêmes choses à la même heure. Et effectivement, quand tu vas te marier, eh bien, toutes ces petites habitudes que tu as pris, toutes ces petites, tous ces petits rituels, quelque part, qui étaient ta vie de tous les jours, eh bien, vont changer et vont devoir maintenant être partagés à deux. Et c'est ça qui, quelque part, des fois, eh bien, va angoisser la personne et va lui donner à réfléchir un petit peu plus et se dire finalement, est-ce que je suis pas mieux dans mon cocon familial? Mais ce qu'il faut que tu dises, mon ami, et ça doit être le moussard de tout le monde, très chers amis, c'est que peut-être qu'aujourd'hui tu es bien dans ton cocon familial. Peut-être qu'aujourd'hui, comme on dit, tu te la coules douce, nourri, logé, blanchi. Mais un jour ou l'autre, Kadosh Baruch Hu garde tous nos parents jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem. Mais un jour ou l'autre, cette vie-là, tes parents après 120 ans, ils ne seront pas toujours là. Et un jour ou l'autre, tu vas te rendre que tu as 65 ans et que tu es encore à la maison en train d'attendre le prince charmant et Blanche-Neige. Très chers amis, il y a un moment où il faut se réveiller. Il y a un moment où il faut se dire, être capable par rapport à tout ce que j'ai cité maintenant. Parce qu'il y a des choses où véritablement on ne peut pas faire l'impasse. Mais toutes ces choses-là, comme je viens de le dire, ce sont des peurs qui n'ont pas le mérite d'être retenues. Avoir peur, eh bien, de regretter quand on a vécu, et comme je l'ai dit ce matin même à la radio juive de Marseille, bien que c'est pas bien de vivre ensemble avant le mariage, et on a expliqué pourquoi. Toutes sortes d'interdits, vivre avec une femme ou vivre avec un homme
en couple, dans une maison sans être marié, c'est quelque chose de très négatif vis-à-vis de la halakha. Mais sans parler de ça, bien que c'est très important, encore une fois, c'est du tourisme. C'est pas le vrai mariage. Donc de toute façon, même si tu penses encore qu'il te faut vivre et des expériences en dehors du mariage beaucoup plus libres, où on pourra le lendemain se dire finalement on n'est pas fait l'un pour l'autre et chacun retourne chez soi, mais combien de temps tu vas faire ça? Combien de temps tu vas te retrouver dans des soirées à attendre le coup de foudre? Très chers amis, au risque de vous choquer, le coup de foudre n'existe pas. Le coup de foudre peut exister quand on s'est investi l'un pour l'autre. Mais on peut très bien vivre des années et des années ensemble et ne pas sentir ce coup de foudre. Parce que chacun est resté sur ses positions. Parce que chacun a donné libre cours à ses envies et à son confort. Et donc à ce moment-là, le coup de foudre ne peut pas exister parce que chacun est resté sur ses positions. Là où oui, l'électricité et les atomes crochus commencent à fonctionner, c'est quand on essaye un petit peu plus de se rapprocher de l'autre en oubliant qui on est nous-mêmes et toutes nos exigences qu'on a. Mais si quelqu'un, très chers amis, reste sur ce côté, un petit peu, j'attends que tu me donnes, eh bien, il risque d'attendre très très longtemps. Ce qui peut faire peur aussi, avant de rentrer dans les points où on doit véritablement prendre en compte le doute, ce qui peut faire peur, c'est de devoir laisser sa famille, c'est de devoir laisser ses amis, de passer quelque part, comme nous le disons des fois dans les shiurim, en dessous la choupa. On était jusqu'à maintenant des donneurs, des receveurs. Et donne-moi de l'argent de poche, et donne-moi ça, et fais-moi à manger, même si t'es ta situation, hein, ça t'arrange quand maman te fait à manger, et fais-moi ça, et je viens passer Shabbat, et je te donne mes chemises, et ainsi de suite, et ainsi de suite. À partir de maintenant, c'est toi qui vas donner dans ton couple. C'est toi qui vas t'occuper de ta femme, et ça va être dur. Assurer une parnassa, assurer une vie de famille, toutes ces choses-là, c'est pas des choses qui sont faciles, loin de là. La Gemara, elle va dire cacher mésonotav chez la dame qui écrit à Tiamsouf. Pouvoir nourrir et pouvoir atteindre sa subsistance totale, c'est plus dur que comme Akadosh Baruch Hu, il a dû ouvrir la mer. Parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a ton mazal qui rentre en compte. Il y a ta façon de te comporter dans ce monde-là qui rentre en compte. Donc toutes ces choses-là, quelque part, quand vous allez allier ces deux mazals ensemble, vous et votre mari, vous et votre fiancé, eh bien, vous vous retrouvez maintenant non plus comme des receveurs, des gens qui étaient assistés par leurs parents de façon naturelle, mais comme des donneurs. Adarsha baya adam chovshi, veyune megale sheumugbal betnuotav bediburo. Jusqu'à maintenant, le soir, vous pouviez rentrer à n'importe quelle heure que vous vouliez, vous aviez de compte à rendre à personne. Or maintenant, dès 18h50, le téléphone sonne ou l'SMS apparaît. Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es pas rentré? Eh oui, toutes ces choses-là, c'est des choses, et à juste titre, ces questions sont demandées, mais encore une fois, le garçon peut avoir, ou la fille peut avoir cette réticence de se dire maintenant, je vais plus pouvoir faire du shopping tous les jours à la maison, je vais devoir peut-être penser à préparer un repas pour mon mari, même après une journée de travail crevante au bureau, où j'ai dû passer d'un dossier à un autre. Si par exemple j'ai un travail qui me prend beaucoup de temps dans mon couple, eh bien après ce travail, je vais devoir encore jouer le rôle de l'épouse, de celle qui veut bien s'occuper de son mari quand on se retrouve le soir. Toutes ces choses-là, ce changement-là, entre la situation de jeune fille et la situation de femme, la situation de garçon à la situation de mari, effectivement, peut avoir une réticence, et ce sera peut-être la deuxième partie ce soir du cours, où nous allons véritablement faire ce qu'on appelle une adrachat khatanim, spécial garçon, mais les filles pourront rester avec nous. Vous allez voir que vous allez apprendre des choses. Si vous êtes aujourd'hui khatan, si vous êtes aujourd'hui fiancé, je vous invite à tous ceux qui sont là, on est plus qu'un minyan, Baruch Hashem, à amener sur cette conférence, sur ce live, tous les jeunes hommes
qui vont très prochainement se marier, parce que j'ai des choses à leur dire ce soir, qui vont peut-être des fois, en étant un petit peu marseillais, leur sauver la vie. Mais la réalité est bien plus grave, très chers amis. Vous verrez qu'on va apprendre des choses sur le mariage et sur la façon dont un homme doit aborder le mariage qui vont véritablement vous interpeller. Mais avant ça, je vous avais promis de parler de doutes qui, eux, oui, vont devoir rentrer en ligne de compte. Avec votre permission, je vais lire ça dans les mots et vous dire que des fois, il y a quand même des doutes où véritablement on peut se poser la question « Et si je m'étais trompé de personne ?» Regardez ce que dit Rav Simcha Cohen. « Kacher mitgale bemotsar » quand se dévoile en face de moi, en face de jeune homme ou en face de la jeune fille, « Safek itna agouti » un doute de comportement. Je vois que le garçon, il a des comportements qui sont plus que douteux. Je vois que la jeune fille a une façon de se montrer ou de parler plus que douteuse. En omrim sejeishtane. Là, très chers amis, il va falloir être plus virulent. Là, il va falloir être plus vigilant. Si les comportements du fiancé ou de la fiancée vont au contraire de ce que doit être un mari, si les comportements de la jeune fille vont au contraire de ce que doit être une femme, une maman ou un papa, là, il faut réfléchir. Et ne surtout pas dire... J'ai en tête une histoire de quelqu'un qui m'a dit, après des années et des années de mariage, je savais qu'il était comme ça. Je savais qu'il était comme ça et je me suis dit que ça allait changer. Dit le Rav Simcha Cohen, ça c'est la plus grave erreur qu'un homme ou qu'une femme puisse faire. Si vous avez devant vous une problématique de comportement, si vous avez devant vous, et ça vous le savez, vous avez tous l'œil, on n'a pas besoin d'être des psychologues, on n'a pas besoin d'être des médiateurs familiales, on sait qui se comporte correctement et qui est abusif. Si vous voyez, et des fois ça peut se cacher, des fois on peut vivre avec quelqu'un fiancé pendant 3-4 mois et voir des choses qui m'inquiètent. Ne restez pas comme ça. Là il faut se réveiller, là il faut se poser des questions. Mais quand c'est juste un problème de dire « ouais mais est-ce que tu crois qu'elle me fera encore des pâtes 3 fromages comme ma mère ? Est-ce que tu crois qu'il sera me sortir le dimanche dans les mêmes endroits que mon père sortait ma mère ?» Ça, excusez-moi, c'est des détails. Mais quand le comportement en question, on a quelqu'un qui est très nerveux, on a une jeune fille qui manque de pudeur, mais à extrême, ces choses-là, très chers amis, צריך שהנפגש יבחן את עצמו. אם יתגלה לאחר הנישואים שיש לו התנהגות או תכונה זו, האם תוכל להשלים? Est-ce que tu vas pouvoir vivre avec une personne qui a un caractère pareil? Est-ce que tu supportes des problèmes de pudeur? Est-ce que tu supportes quelqu'un qui est trop dépensif? Est-ce que tu supportes quelqu'un qui va avoir tendance à parler avec beaucoup d'autres femmes? Toutes ces choses-là, très chers amis, c'est pas simplement des détails. C'est véritablement le besoin de se concerter, de réfléchir et de se dire finalement, est-ce que oui ou non je continue dans des conditions pareilles? Maintenant, qui on va voir? Dit le Rav Simcha Cohen dans ces mots, et c'est important pour pas croire que ça sort de moi. Assour la métapel o la orim le achlit bishvil benam. Ni l'intermédiaire qui a formé ce couple, s'il en existe un, ni les parents ne doivent se mêler quant à la décision des enfants. Parce que très souvent, les enfants, ou pratiquement dans tous les cas, les parents se mêlent, se mettent devant et pensent quelque part plus à leur bienfait personnel que ce que les parents ou les enfants, que ce que les enfants eux-mêmes devraient décider. Vous pouvez conseiller, oui, entre parents, vous pouvez donner votre avis, mais surtout pas forcer d'un côté ou de l'autre, à moins que, et ça c'est dans la minorité des cas, parce qu'en général, votre enfant a eu largement le temps de voir, et ça m'étonnerait qu'après un certain temps, vous
vous puissiez découvrir des choses flagrantes. Là oui, je dirais, prenez vos enfants et sauvez-vous. Mais en général, ce sont des doutes. Et c'est pas parce que votre enfant est en train de douter que vous-même, vous allez pouvoir vous permettre de tout annuler, comme je l'ai dit l'autre fois. Alors il y avait quelqu'un qui m'avait dit, mais oui, mais il faut écouter ses parents. D'ailleurs, ce soir, vous pouvez encore réagir, il n'y a aucun problème. Réagissez, partagez, likez, il n'y a aucun souci. C'est fait pour ça. Mais ce que je dis par là, c'est qu'on ne peut être que l'aide pour nos enfants. On ne peut pas être ceux qui vont décider à leur place. Ces doutes-là, que je vous ai dit, très chers amis, eh bien, peuvent apparaître même après les fiançailles. Et des fois, comme j'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas des doutes constructifs, ce ne sont pas des idées bien placées, ce sont simplement cette peur, encore une fois, eh bien, de s'engager. Les itim krovot ameuras meyaser atzmo ala achlata meira midai. Très souvent aussi, on se dit, est-ce que finalement, je ne me suis pas trop vite décidé? Mais encore une fois, est-ce que le fait de décider trop vite, ça t'a fait perdre quelque chose? Ou bien ça t'a fait avancer vers un bonheur, certes, qui te fait peur et qui t'intrigue, et qui te demande vers où tu vas, mais non, ne pas conclure que de là, finalement, il faudrait tout arrêter. Et puis très souvent, on se dit, mais oui, mais je les sentais plus souriants, mes copains, eux, quand ils se sont fiancés. Or, moi, je n'ai pas cette joie et cet enjouement, je ne suis pas capable. Parce que vous croyez que eux, ils étaient capables. C'était souvent un sourire externe, mais dedans, c'était en train de bouillir. Dedans, c'était en train de s'angoisser. Dedans, c'était en train de se poser des questions. Toutes ces choses-là, très chers amis, ne doivent pas m'angoisser de voir que un couple réagit différemment d'un autre. Et tel chelek aorim medabrim bekol ala isusim bekesher levachura, ça aussi. Si entre un mari et une femme, vous êtes en train de parler du futur fiancé ou de la future fiancée, n'en parlez pas de vos enfants à haute voix. Parce que, encore une fois, ça suffit déjà les doutes qu'ils ont et les perturbations qu'ils ont pour que vous, derrière, vous installez, sans vous en rendre compte, d'autres doutes. Im caché les idgaber à la chachachot, kedai les hiazer beish miktsoa. Les personnes qui peuvent vous aider, eh bien, ce sont des personnes qui sont expérimentées. Ce sont des personnes qui ont été réputées dans le shalom baït et dans la médiation familiale. Baruch Hashem, il y a des rabbanim qui se sont spécialisés en Eretz Israël et en Chutz La'aretz. C'est à eux qu'il faut demander ce genre de questions. Ayoetz le'olam lo yomar leit ares, kedai lomar la mityaetz, asur li le'achlit bishvilcha. Et même quand on vient vous voir, mettons que ceux qui nous regardent ce soir, ce soit vous qui devez conseiller. Ne jamais dire à quelqu'un, moi si j'étais toi, j'aurais fait comme ça. Bien au contraire, lui dire, moi, j'ai pas le droit de décider pour toi. Mais je peux te conseiller, mais la décision ne te revient qu'à toi. Voilà, très chers amis, après pratiquement 2 ou 3 cours à la suite sur les Shiduchim, 2 cours et demi, eh bien ce soir, comme prévu, les femmes, ce qu'elles attendent, je crois que c'était le 2e titre de ce soir, eh bien sans plus attendre, comme je l'ai dit dans le titre de ce live, cette partie sur laquelle nous allons peut-être nous attarder encore un certain moment et peut-être un petit peu plus réservée aux garçons qu'aux filles, parce que c'est les formations que je donne à mes khatanim en général, mais encore une fois, les idées qui vont être émises ici vont tout d'abord aider les khatanim, les jeunes hommes, les garçons qui nous regardent ce soir, mais vont aussi peut-être quelque part faire comprendre aux jeunes filles que la façon dont elles agissent très souvent n'est peut-être pas si anormale et peut-être au contraire leur instinct féminin qui ressort. Et ces idées-là vont peut-être nous aider à plus appréhender le mariage, puisque maintenant, après avoir parlé du Shidour, et que chacun
à passer la bague au doigt. Alors ça aussi, c'est bien que j'ai dit ça comme ça, parce que j'aurais pas dû le dire comme ça. Quand on passe une bague au doigt, très chers amis, c'est le jour de la roupa. Et celui qui la passe particulièrement, c'est le garçon à la fille, pas avant le mariage. Ne faites pas cette erreur, parce que passer une bague au doigt de la mariée, c'est en fait faire une forme de kiddushin, faire une forme d'acquisition. Donc le jour des fiançailles, demandez à votre maman, vous les fiancés, qu'elle-même mette la bague à la fiancée. C'est pas bien, c'est un problème de kinyan, un problème d'acquisition, que le garçon mette la bague à la jeune fille le jour des fiançailles. Alors très chers amis, voilà par où commence la préparation au mariage, ce qu'une femme attend d'un homme. Eh bien, tout d'abord, il faut partir d'une certaine croyance, non pas une croyance, mais un principe établi dans le Talmud, d'accord, qui dit la chose suivante. Quand un garçon rencontre une jeune fille, eh bien c'est en fait deux moitiés de Neshamot, deux moitiés d'âmes qui viennent se rencontrer de nouveau. Kol echad chai b'mishpacha meshuna legamre, vechol ha'ishiyut shelahem nivnet mesher tkufazu. Quand bien même on part de ce principe, très chers amis, il faut quand même bien faire remarquer quelque chose. Comprendre que ici, le mari ou la femme qui vont se marier ont un très grave problème à résoudre. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que très souvent, l'éducation que vous avez reçue, homme ou femme, c'est aucun rapport. C'est deux mondes différents avec l'éducation que votre conjoint a reçue. Et donc, quand on passe sur la roupa, c'est pas uniquement deux personnes qui passent sur la roupa, mais c'est en fait 6 personnes qui passent sous la roupa. Le mari, la femme, les parents du mari et les parents de la femme. Parce que qu'est-ce qu'on va faire rentrer à la maison, très chers amis ? Les premiers mois du mariage, on va venir chacun donner quelque part ce qu'on avait à la maison chez nos parents. C'est la façon dont on va quelque part se comporter dans le couple et avec notre mari et avec notre femme. Et ceci ne doit pas faire peur, comme nous allons le voir ici dans le livre du Rav Wolbe, en page 12, le Rav Wolbe dira la chose suivante. Veine bemesher achodashim arishonim, les premiers mois du mariage, keshechaim bebait nichnasim le maslulam, quand la vie dans la maison commence à rentrer, lo itachen shelo itgalu chiluke deot, il n'y aura pas tout qui va aller d'une façon lisse. Pourquoi ? En lehibael misé, il y aura des disputes, il y aura des non-ententes. Pourquoi ? Shne bene adam shechayu yoter, on met dans une même maison deux personnes qui ont vécu plus de 20 ans séparées l'une de l'autre, 20 ans d'habitude, c'est ce qu'on va mettre sur la table, dans une famille qui n'a aucun rapport l'une avec l'autre. Ve'al kulam keshem shepartsotehem shonim kardeotehem ou midotehem shonot. Et non, de un, on n'a pas le même visage, mais le fait qu'on n'ait pas le même visage montre aussi qu'on n'ait pas les mêmes façons de penser. Et on a cette histoire dans la Gemara qui nous interpelle et qui est très connue, où une certaine grande duchesse est venue voir Rabbi Ishmael et elle lui a dit « Je ne comprends pas, qu'y a-t-il de tellement difficile à faire des zivugim ? Qu'y a-t-il tellement de difficile à faire des mariages ?» Et puis elle a pris un certain nombre de serviteurs, avec un certain nombre de servantes, elle a essayé de les mettre ensemble, et le lendemain, c'était tous des éclopés et des bras cassés, parce que en fait, chacun pensait différemment. Et le Maharal dit qu'en fait, c'est ça qui est écrit dans le Passouk, Lotov heyot ha'adam, hereselo ezer kenegdo.
c'est quoi? L'homme ne pouvait pas vivre seul, il fallait lui faire une aide en face. Qu'est-ce que c'est en face, très chers amis? Parce qu'effectivement, la personne qui va vivre en face de moi n'a pas même la même éducation. Et c'est sur ça qu'il a été dit que pour Akadosh Baruch Hu, de faire vivre ensemble un homme et une femme, c'est autant difficile que l'ouverture de la mer Rouge, parce qu'encore une fois, ces premiers mois du mariage vont être des mois très compliqués. Parce que vous allez avoir tendance à tirer de votre côté pour instaurer et installer vos habitudes dans lesquelles vous avez vécu avec votre famille. Et de l'autre côté, eh bien, votre conjoint, lui aussi, va venir avec ses habitudes. Et il suffit qu'une des habitudes ne vous plaise pas pour qu'une confrontation et un dilemme, eh bien, quelque part, va naître. Et si on n'est pas assez intelligent pour comprendre que Tachlit Shana Rishona, comme dit le Maharal, et c'est pas n'importe qui, très chers amis, la première année du mariage pour les jeunes mariés qui nous écoutent ce soir, Zekede le Argil et Ateva, c'est pour que un s'habitue à l'autre. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe, très chers amis? Eh bien, ce qui se passe, c'est que le mari croit qu'en fait, il n'est pas tombé sur la bonne femme, puisqu'elle ne veut pas faire comme lui. Et la femme croit qu'elle n'est pas tombée sur le bon mari parce qu'elle ne veut pas, il ne veut pas faire comme lui, mais en fait, c'est pas de sa faute ni à lui ni à elle. C'est qu'en fait, vous savez, l'homme, quelque part, c'est un animal. Vous allez dire, franchement, c'est osé de dire ça. Pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de prendre une certaine habitude, le fait de prendre un certain chemin et de le répéter jour après jour, à un certain moment, que ce soit pour le bien ou que ce soit pour le mal, cette habitude va s'installer et va être très difficile à sortir et à perturber. Et donc forcément, le premier mois du mariage va être, et les premiers mois qui vont suivre, vont être très difficiles parce que chacun va venir avec ses habitudes. Dira le Rav Chaim Vital, la meilleure façon de se travailler, c'est de se marier. Parce que justement, tu peux être bon, tu peux être gentil avec tes potes, avec tes amis, mais le jour où tu dois mettre ça en pratique dans ta maison, c'est tout à fait autre chose. C'est plus la même chose. Comme le dira le Rav Wolbe, qui chatuna ena kinyan chad peami, et la kinyan animshach leorer zman. Le mariage n'est pas une acquisition simple du début à la fin, mais c'est quelque chose qui va s'acquérir d'instant en instant, de moment en moment. Disait le Rav Segal, Aïch ve Aïcha shonim zemizé. L'homme et la femme sont différents l'un de l'autre. Aïch ve Aïcha ze im bifne atzmo ve choser yediazu ze agorem aïkar le choser shalom abayit. Et quelqu'un qui vient le jour du mariage et les mois à venir et qui se dit, tiens, mon mari ne fait pas comme moi, tiens, ma femme ne fait pas comme moi, c'est qu'on est fait pour ne pas vivre ensemble. Faux. C'est que vous êtes fait pour apprendre l'un de l'autre et quelque part devenir quelque part un petit peu différent vis-à-vis de l'autre. Et ressembler à l'autre, c'est pas forcément s'écraser, écoutez bien ce que je vous dis ici. Ressembler à l'autre, pour la plupart des fois, c'est apprendre de l'autre. Peut-être que toi, tu faisais pas comme ça à la maison. Peut-être que toi, tu n'avais pas ces habitudes, mais quelque part, c'est ce qui va t'aider à avancer. Et c'est même pas quelque part, c'est certain. On sait très bien aujourd'hui, très chers amis, qu'un homme et une femme ne sont là que pour se compléter. Et le fait qu'un homme et une femme ne soient pas pareils, eh bien, c'est ce qui va faire quelque part leur complémentarité. Parce que si l'un est très nerveux et que l'autre est calme, et encore une fois, dans la mesure des proportions, comme on a dit tout à l'heure à la fin du chiour des shidurim, eh bien, l'un va aider l'autre à se calmer. Si l'un est un petit peu fourre-tout, il n'a pas de céder, il n'a pas d'ordre, et que l'autre est extrêmement ordonné, eh bien, encore une fois, là aussi, celui qui est ordonné va aider à l'autre à être ordonné. Merci beaucoup, Eric. L'Echaim pour toi aussi, Bedrat Hashem. Et dit le Rav Segal, regardez bien ce qui est écrit ici. La plupart des problèmes d'un couple
ou biglal she'ul samlev she'aisha shona mimenu. Et là, je vais commencer à rentrer, à parler un petit peu plus pour les garçons que les filles. La plupart des problèmes en dehors du fait de ce qu'on vient de dire, et c'est pas des moindres, vous réfléchirez à ça encore un petit peu plus tard, en dehors du fait qu'on vient de familles différentes et que chacun ne peut pas impliquer l'autre différemment si ce n'est que l'aider à s'habituer. Bonsoir Madame Marek. Eh bien, nous parlons ce soir de la différence entre un homme et une femme, ce qu'attend une femme d'un homme et ce qu'un homme attend d'une femme au tout début du mariage. Eh bien, dira le Rav Segel, Adam Rochev chez Eshi Gayon Lifkot Kesheroim Diuk, Avalitivke Veod Er. Très souvent, les maris ne comprennent pas pourquoi est-ce que leur femme va se mettre à pleurer devant un cafard ou une souris, une araignée. Qu'est-ce que c'est ça? Mais en fait, c'est ça toute la différence entre un homme et une femme, pas de pleurer sur un cafard ou une souris. C'est qu'une femme, c'est beaucoup plus sentimental que ce qu'un homme est beaucoup plus théorique. Pour lui, s'il y a une mouche ou s'il y a un cafard, on l'écrase et c'est terminé. Tout est dans la réflexion. Alors qu'une femme, en dehors du fait qu'elle soit autant intelligente qu'un homme, je ne viens pas dire le contraire, mais elle est envahie par ses sentiments. Et c'est de ces sentiments que je vais vouloir parler ce soir avec vous. Ça va aller même jusqu'aux odeurs. Une odeur qui pour toi n'a pas l'air terrible. Pour une femme, elle va aller même jusqu'à asperger les murs de parfum pour que cette odeur s'en aille. Comme dira ici le Rav, Hashem itbarach itil al ish ve'aisha tafkidim shonim. Le comportement et la façon d'être d'un homme et d'une femme sont complètement différentes. La façon dont un va réagir et l'autre va réagir ne sera pas la même. Aregesh shebelev ve'habina tluyabo bedavar hazeh ole aish al aisha. Ki regashot aisha mefartim. C'est exactement ce qu'on a dit, très chers amis. Les sentiments chez la femme sont beaucoup plus débordants. Les sentiments chez la femme sont beaucoup plus envahissants pour elle. Elle vit avec ses sentiments. Et le mari, des fois, va avoir beaucoup plus de mal à comprendre ce que la femme veut de lui, tout simplement parce que lui réfléchit qu'avec son séchel, avec son intelligence. Il n'y a pas de sentiment chez un homme. Et c'est pour ça que des fois, une femme, elle est devant une photo, elle est devant une vidéo, elle est dans une discussion et elle ne comprend pas pourquoi est-ce que le mari reste quelque part un petit peu indifférent de la chose. Mais en fait, ce n'est pas de sa faute. Parce qu'encore une fois, il n'a pas les mêmes sentiments qu'une femme. Et comme je vous ai dit l'autre fois, vous allez vous rendre compte au cours de votre vie de marié, Bezrat Hashem, vous verrez qu'on peut plus facilement réconcilier un homme que ce qu'on peut réconcilier une femme, non pas parce qu'elle est dure, non pas parce qu'elle a du mal à comprendre la différence avec un homme, pas du tout. C'est parce que chez elle, encore une fois, ses sentiments sont beaucoup plus gravés que ceux de l'homme. Et ça, je vous l'avais expliqué, pour ceux qui avaient écouté la conférence qu'on avait fait en direct, d'où ça vient ça. Parce qu'encore une fois, à la création de l'homme et de la femme au début, eh bien, ce qui s'est passé en fait, c'est que la femme, elle, a été créée d'un os, de quelque chose de dur. Et donc, comme elle a été créée de quelque chose de dur, eh bien, quelque part, ses souvenirs et ses sentiments sont gravés en elle. Et elle va avoir beaucoup de mal à oublier un affront qu'on va lui faire. Elle va avoir beaucoup de mal à rester calme devant une souris, devant un cafard, devant toutes ces choses-là, parce que c'est 10 fois plus grand à ses yeux et c'est 10 fois plus dégueulasse que ce qu'un homme, pour lui, va très facilement oublier un affront et va très très facilement oublier ce qu'on lui a fait. Pourquoi? Parce que lui, sa création, très chers amis, eh bien, elle vient de la terre, de quelque chose de meuble, de quelque chose qui facilement se reforme. Et donc, comme a dit David Ameller, une femme, eh bien, c'est l'essentiel de la maison. Beto zo ishto, qui a la faculté, non pas de faire le linge, le ménage, chas ve shalom,
mais qui a la faculté de pouvoir s'occuper d'enfants? Qui a la faculté de pouvoir, en un tour de main, réussir un anniversaire, réussir un Shabbat, réussir des fêtes? C'est la femme. Elle a cette faculté parce qu'encore une fois, dans sa tête, c'est beaucoup plus large. Alors que chez l'homme, encore une fois, eh bien, le fait de devoir s'occuper de quelque chose à la maison, c'est de suite très technique. Si ça marche comme ça, on ne va pas faire de bien de façon. Pourquoi se casser la tête? Pourquoi se fatiguer? Et donc là, quelque part, on arrive au deuxième problème dans lequel peut être entraîné un couple. Un homme a souvent la fâcheuse habitude de croire que de la façon dont il parle avec ses amis et ses copains, c'est la façon dans laquelle il peut parler à sa femme. Or, encore une fois, ton copain, quand tu lui parles comme ça, eh bien, lui, il va vite oublier. Et effectivement, le lendemain, pour le meilleur des cas, vous allez vous retrouver à être des amis. Alors qu'une femme, comme j'ai dit tout à l'heure, si on part du principe que chez elle, ses sentiments sont beaucoup plus développés par rapport à sa construction, par rapport à sa création, on ne peut pas parler à un homme comme on parle à une femme à ce moment-là. Parce qu'encore une fois, eh bien, ce que je vais faire à ma femme, même 10 ans plus tard, elle va s'en rappeler. Et quand un jeune homme arrive avec cette considération, quand un jeune homme arrive à comprendre que la personne qui est en face de moi est bien plus différente, que la personne qui est en face de moi n'a pas la même conception des choses, alors à ce moment-là, on évite beaucoup de problèmes. Une autre chose, et d'ailleurs pour imager ça un petit peu, on l'avait déjà dit dans un cours, mais je ne sais pas si tout le monde était là à ce moment-là, pour justement imaginer un petit peu cette différence entre les hommes et les femmes. Il y avait un homme, il raconte la parabole, qui avait la fâcheuse habitude, je crois qu'on l'a dit l'autre fois, mais pour imaginer ce qu'on est en train de dire ici, il avait la fâcheuse habitude de mal parler à sa femme. Et à la fin, elle en a eu marre. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à planter des couteaux dans le tronc de l'arbre. Et de dire à chaque fois qu'il va m'offusquer, à chaque fois qu'il va me faire quelque chose qui ne me plaira pas, je planterai un couteau. Et le mari, un jour, quand il est rentré dans son jardin, c'était plus un arbre qu'il avait devant lui, mais c'était un gruyère rempli de couteaux. Et alors elle s'est retournée vers son mari et elle a dit, voilà, à chaque fois que tu m'as mal parlé, j'ai planté ici un couteau. Là, le mari, il a compris qu'il agissait mal. Et à un certain moment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à se rattraper et être un petit peu plus compréhensif et être un petit peu plus attentionné. Et donc la femme, au fur et à mesure du temps, eh bien, elle a commencé de nouveau à retirer les couteaux par la satisfaction qu'elle avait d'être enfin compris de son mari. Et là, le mari s'est rendu compte de quelque chose. Il a remarqué qu'en fait, même que les couteaux avaient été enlevés, très chers amis, eh bien, les marques dans le tronc étaient restées. Parce qu'encore une fois, vexer une femme, c'est pas comme on vexe un homme. Un homme, encore une fois, vous avez pu aujourd'hui vous massacrer, verbalement, bien évidemment, et puis le lendemain, tout est oublié. Chez une femme, de par sa création et de par son tempérament qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, eh bien, très souvent, elle va être plus sujette à garder non pas de la rancœur, mais un souvenir difficile de ce qui s'est passé. Autre chose encore, et encore une fois ici on vient parler pour les maris, eh bien très souvent ce qui peut être la différence entre un homme et une femme, c'est tout simplement le métabolisme. Et là je vais vous dire quelque chose d'intéressant pour les garçons qui nous écoutent ce soir et qui ont peut-être jamais entendu ça. Vous savez qu'une femme, tout au long de sa vie, elle va avoir ce qui s'appelle le développement vers la puberté. Depuis qu'elle est jeune fille jusqu'à qu'elle devienne une femme. Ce qui va se passer, c'est que tout au long de sa vie, elle va avoir des changements en elle qui vont faire que de jeune fille, elle est passée et elle est devenue femme. Chose qu'un garçon, vous serez bien d'accord avec moi, n'a pas. Garçon, il est né, jeune homme, il a grandi, homme, il deviendra. Rien n'a forcément changé. La puberté chez un homme n'est pas la puberté chez une femme.
Il y a donc un premier changement déjà au niveau psychologique. Deuxième changement, eh bien ce changement, très chers amis, pour les hommes qui nous écoutent ce soir, s'opère chez une femme mois après mois. Les Chachamim expliquent, le Rav ici explique qu'en fait chaque mois, dans le corps de la femme, eh bien se crée une ovulation. D'accord? Et cette ovule-là, elle va parcourir le corps de la femme. Et donc, il y a ici toute une maréchet, toute quelque chose qui se met en place, plus précisément dans la femme, qui est là pour en fait accueillir peut-être un enfant. Et quand vient le moment des règles et que cet enfant n'est pas présent, n'a pas eu lieu inconsciemment, il y a une baisse d'adrénaline qui se crée chez la femme et qui va en fait lui changer complètement le moral parce que elle était prête, quelque part son corps, pas elle, parce que des fois le désir et la décision d'avoir un enfant n'est pas là, mais le corps inconsciemment, très chers amis, se prépare à cette possibilité d'avoir un enfant. Et donc finalement, quand cet enfant n'est pas né, parce qu'il n'y a pas eu d'ovulation jusqu'à que l'enfant soit là, eh bien, tout s'effondre. Et on dit que c'est ça, quelque part, l'impureté. L'impureté, en général, c'est quoi? C'est quand quelque chose n'est pas arrivé à son potentiel. C'est quand quelque chose n'a pas abouti vers où il devait aboutir. Eh bien, c'est ça, le moment de la nida. C'est cette ovulation, plus précisément, pas cette chose, cette ovulation qui n'est pas arrivée à son ultime but, et donc qui, quelque part, va créer chez la femme, inconsciemment, une déception. Autre chose aussi qu'il faudrait essayer de comprendre, c'est qu'en fait, en dehors de ce qu'on vient de dire ici, il y a tout un changement qui s'opère parce que la femme va, Bezrat Hashem, un jour ou l'autre, et c'est ce qu'on souhaite pour tous ceux qui attendent ce soir, tomber enceinte. Et là aussi, on ne comprendra pas pourquoi est-ce que la femme va tout d'un coup être un petit peu plus à fleur de peau, va tout d'un coup être un petit peu plus différente. Parce qu'encore une fois, à l'intérieur d'elle, à l'endroit où l'enfant est en train de se construire, s'opère un changement radical. Et donc, le mari, excusez-moi pour vous ce soir, messieurs, vous serez toujours en position d'infériorité par rapport à ce sentiment, par rapport à cette différence qu'il y a entre vous et votre épouse. Et donc, il va falloir construire. Il va falloir être capable de construire une complicité entre un homme et une femme qui soit tellement indélébile qu'à la fin, même dans ces moments-là, où il n'y aura pas tant de proximité, eh bien, il y aura encore cette complicité. Et d'ailleurs, on dit que la période de nida, la période de pureté familiale où un homme se sépare de sa femme, c'est tellement bénéfique. Ça apporte tellement au couple. Il y en a qui ne comprennent pas. Et je terminerai peut-être ce soir par cette idée, pour Bezrat Hashem les prochaines fois, développer ou plus dans ce sujet ou dans un autre sujet. Mais je terminerai quelque part par cette idée ce soir, très chers amis. Il y en a qui ne comprennent pas. Comment on va pouvoir se séparer pendant une période qui des fois peut s'étendre jusqu'à 12, 14, 15 jours? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Eh bien, je vais vous dire, très chers amis, peut-être les paroles de conclusion de ce soir, cette période de nida, cette période où finalement on va se séparer et on ne va même pas se toucher, ça va être peut-être le mifran, ça va être peut-être l'examen de voir où est-ce qu'il en est mon couple. Est-ce que quand il n'y a plus le charnel, est-ce que quand il n'y a plus cette proximité physique, il y a encore des sentiments? On a encore à partager, on a encore à dire, on a encore à avancer ensemble, ou tout s'arrête? Voilà peut-être le vrai examen, voilà peut-être la vraie façon de voir les choses, et en même temps se retrouver après cette période comme des jeunes mariés, et pouvoir de nouveau être ensemble et construire. Voilà peut-être ce soir une première idée sur le mariage,
nous espérons, Bezrat Hashem, nous retrouver encore pour d'autres selfies, pour d'autres directs. Je vous dis dès maintenant d'ailleurs le programme. Ce samedi soir, eh bien, je vous invite à tous à Marseille. Je ne sais pas si vous allez pouvoir, en particulier Madame Amouyal qui nous écrit de Londres, donc ça va être difficile pour vous de vous retrouver à Marseille, mais vous serez tous en direct avec nous dans une des synagogues de Marseille où nous allons parler ensemble, nous, nos enfants et leur réussite. Nous, nos enfants et leur réussite. Cette fois-ci, ce sera pour un âge un petit peu plus avancé, peut-être pour les parents qui nous regardent ce soir. J'aimerais vous donner quelques autres informations. Tout d'abord, vous dire qu'en décembre, pour les personnes qui sont à Marseille et qui sont désireuses, eh bien, justement, de partager avec nous une soirée qui sera en même temps gastronomique et en même temps instructive, puisque nous allons parler cette fois-ci véritablement des problèmes que nous pouvons rencontrer dans le couple, eh bien, parce que malheureusement, il y a des problèmes et si des fois, on en avait pu en discuter, si des fois, on avait pu se retrouver avec des gens avec qui on peut en parler, au Hachem, comme je le disais dans les cours précédents, nous avons été formés par des Gdolim, et on est là que pour répéter ce qu'ils nous ont dit. Le Rav Simcha Cohen, je ne sais pas si vous avez entendu, allez chercher un petit peu sur Internet et vous verrez, un des plus grands formateurs et un des plus grands médiateurs familial, nous a transmis toutes ces idées et nous sommes là pour les repartager ensemble. Donc, en début décembre, toute personne, Bezrat Hashem, désirante de s'associer avec nous pour un resto Torah, si on peut appeler ça comme ça, ou une soirée de Melav et Malka, et priez de rentrer en contact avec nous en MP et nous vous donnerons toutes les informations concernant le PAF, concernant l'endroit et concernant la date Bezrat Hashem. Dernière information, je ressollicite ici eh bien, votre présence et votre demande. N'hésitez pas, que ce soit pour une préparation de mariage, même si vous n'êtes pas à Marseille, vous pouvez rentrer en contact en message privé sur le Selfie Torah et nous nous ferons un plaisir eh bien, de vous préparer dans un domaine ilchati et dans un domaine de psychologie du couple. Nous sommes là pour vous, on peut faire ça en visio, on peut faire ça en ce qu'on appelle aujourd'hui, pas Twitter, en Skype. Excusez-moi, j'ai perdu mes mots. Je vous dis à très très bientôt et vous félicite. Nous étions ce soir plus d'une vingtaine de personnes en direct et qui ont partagé ce cours avec nous. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau selfie.